Bonjour et bienvenue à l'Authenticité mise à nu, le podcast. Je m'appelle Mélanie Richard, je suis infirmière clinicienne et psychothérapeute. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir le docteur Steven Palenchuk, qui est médecin spécialiste en médecine interne générale au CI3S de la Montérégie-Centre, ainsi que chef de service des soins intensifs de l'hôpital du Haut-Richelieu. Avec Dr Palenchuk, aujourd'hui, nous avons abordé tellement de sujets intéressants qui s'appliquent. On a abordé au niveau des soignants, mais qui s'appliquent pour monsieur et madame tout le monde. À travers ses propres expériences, son propre vécu, nous abordons l'épuisement professionnel, la dépression, la mort, mais surtout, ce qu'on est allé aussi élaborer, c'est des pistes de solutions. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut apporter comme changement à travers le système de santé actuel que nous avons? Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant que personnes soignantes, chaque professionnel de la santé, parce que pour pouvoir donner des soins de qualité, il faut aussi prendre soin de soi, du soignant. Je dis de soi parce que je m'inclus dans cela en tant qu'infirmière clinicienne et psychothérapeute, mais comme je vous dis, ça s'applique tout ce qu'on partage à tout être humain, puisque ce que j'aime beaucoup de Dr Palenchuk, c'est que justement, il parle au-delà des titres professionnels, au-delà des diplômes, il parle en tant qu'humain, son propre vécu, et on partage des pistes pour faire apporter des changements, en fait, autant individuellement, puis chacun, un envers soi, mais aussi envers les autres. Sur ce, je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Steven, puis tout d'abord, avant qu'on commence, je tiens à te dire merci. Merci d'être qui tu es, puis surtout, merci au-delà de ton rôle de médecin, de mettre au grand jour les gens, les soignants, les médecins, les professionnels de la santé et de mettre au grand jour, en fait, que les soignants, pour pouvoir soigner puis bien soigner, il faut aussi prendre soin de soi parce qu'en dessous des titres et des diplômes, on est des humains aussi. Bien d'accord. Puis merci encore de ton invitation puis de la main tendue. Bien, merci à toi. Donc, on débute. Je pense qu'on va y aller directement dans le vif du sujet. Quel événement, en fait, qui a fait en sorte que toi, là, tu as fait des prises de conscience puis tu as décidé, justement, de... Quand je dis mettre au grand jour, c'est parce que tu as un balado qui s'appelle « Soigner jusqu'à se briser ». Donc, d'où part l'idée? Qu'est-ce qui est arrivé? En fait, en 2023, dans notre hôpital à Saint-Jean-sur-Richelieu, on a eu 2 suicides de médecins, alors que moi-même, j'en étais à mon 2e arrêt de travail pour un épuisement professionnel. Puis, quand je suis revenu, bien, en fait, une médecin qui s'est enlevé la vie, puis peu de temps après, une autre personne. Fait que c'est sûr qu'à ce moment-là, je me suis dit, ça aurait pu être moi. Puis c'est très confrontant par rapport à sa propre souffrance. Puis je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire pour que des choses comme ça arrivent plus jamais? Puis de là, l'idée du balado a germé dans ma tête, mais... J'ai toujours été un gars qui a eu tendance à avoir beaucoup d'idées, mais jamais passé à l'action nécessairement, à avoir plein de plans, puis mais pas nécessairement... je pense qu'il y avait peut-être une peur de l'erreur ou un peu un syndrome de l'imposteur qui faisait en sorte que là, je me suis dit, mais moi, je suis pas psychiatre, je suis spécialiste en médecine interne, mais je suis pas un spécialiste, un expert de la santé mentale. Je me suis dit, mais je suis qui, moi, pour aller parler de la santé mentale des soignantes puis des soignants. Puis là, je me suis dit, après ça, ben juste réaliser, ben je suis un humain comme tout le monde. Puis je pense que on peut pas être un imposteur quand on est authentique parce que c'est nous. Fait que si je vous montre moi, ben je peux pas, quand je suis vulnérable, être un imposteur. Exact.
Et juste dans tout ce que tu viens de mentionner, bien, merci d'ailleurs d'ouvrir autant tous ces sujets, parce que là, moi, je t'écoute, puis je suis comme, OK, j'ai plein de questions, plein de sujets qu'on peut aller aborder. Donc, merci d'ouvrir tous ces sujets qui ont tant de stigmatisation. Et je souhaite de tout mon cœur qu'on partage, puis qu'on puisse justement, à travers les connaissances et les parcours de chacun, de pouvoir diminuer cette stigmatisation-là, qui fait souffrir les gens d'ailleurs. Et juste avant qu'on continue, je voudrais juste m'adresser aux auditeurs, à ceux qui écoutent le podcast. Si jamais pour vous, c'est trop difficile présentement ou les sujets qu'on va aborder, tu as parlé d'épuisement, on a parlé de suicide, eh bien, si jamais c'est trop difficile, n'hésitez pas à mettre sur pause le podcast, mais surtout, je vous encourage fortement d'en parler, gardez pas ça sous silence et d'aller chercher de l'aide. Puis je vais mettre sous la vidéo aussi plein de ressources qui sont disponibles. Donc, c'est quand même énorme, là, c'est pas banal, tout ce que tu viens de mentionner, épuisement, les suicides à l'hôpital où est-ce que tu travailles. Tu nous disais que toi aussi, en fait, quel des sujets tu as envie qu'on commence parce qu'il y en a plusieurs? Bien, c'est sûr que quand on a eu ces suicides-là dans mon hôpital, nous, on est un petit milieu communautaire, tout le monde se connaît, puis malgré tout, on n'a pas été capable d'en parler. Puis je pense pas qu'il y avait de la malveillance en dessous de tout ça. Je pense que c'est juste qu'il y avait un malaise de ne pas savoir comment parler de ces choses-là. Puis il y avait des groupes de médecins qui étaient directement impactés par ça, de par la proximité avec les personnes. Nous, les médecins, on a la chance d'avoir le programme d'aide aux médecins du Québec, le PAMQ, qui offre des services de postvention, d'intervention dans les milieux. Il envoie des médecins conseils pour parler, faire des groupes de soutien entre pairs. Puis le premier réflexe de ces groupes-là de médecins, ça a été de dire « Non, ça va être correct. On n'a pas besoin. » Ah, donc, vous n'avez pas été accueillis à l'hôpital suite à l'événement. La réponse a été « c'est correct. » On n'a pas besoin. En fait, c'est les médecins eux-mêmes. C'est les médecins eux-mêmes on dit, le premier réflexe, ça a été de dire, on n'a pas besoin d'aide de l'extérieur. On va s'organiser entre nous, on va gérer, mais on n'a pas vraiment pu en parler vraiment. Puis, je pense qu'il y a des leaders naturels qui ont mis un petit peu plus leurs pieds à terre puis qui ont forcé leurs collègues à assister à ces rencontres-là, mais ça a été... ils ont eu une grande gratitude de pouvoir participer à cette expérience-là, puis on dit merci de nous avoir permis d'échanger, puis de nous ouvrir, puis on dirait que d'être la première personne à mettre le genou à terre, c'est toujours très difficile, mais un coup que c'est fait, puis qu'on se rend compte qu'on n'est pas tout seul, c'est pas si pire que ça. Je sais pas qu'est-ce que tu en penses, mais on dirait qu'en tant que professionnel de la santé, médecin, infirmière, tu sais, moi, je suis une infirmière clinicienne spécialisée en santé mentale, on dirait qu'on n'a pas le droit de pas bien aller. Puis, je pense à tous les médecins, les infirmières dans le système de santé, les autres professionnels de la santé, tous les soignants, c'est des croyances qu'on dirait qu'on ne peut pas bien aller. Il faut toujours qu'on soit fort. Il faut montrer l'exemple. Oui. Il faut garder la carapace, toujours... on parle des fois des petits canards qui nagent en surface, tout gracieusement, mais en dessous de l'eau, on pédale. Puis on dirait que ce mythe de l'invulnérabilité-là, finalement, il nous nuit. Parce qu'il fait en sorte qu'entre nous, on a peur de la stigmatisation de... Qu'est-ce que les gens vont dire s'ils savent que je vis telle ou telle difficulté? Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Qu'est-ce que les patients vont penser de moi? Fait qu'on dirait que de peur de briser cette image-là, on va préférer garder malheureusement les choses en nous. Puis le silence, en fait, je trouve que c'est l'ennemi numéro 1. Oui. Puis ça amène beaucoup de souffrance. Je trouve que ça fait que les gens vont beaucoup plus loin dans leur souffrance. Puis, dans le fond, c'est juste des croyances. C'est des croyances qu'on a, mais à la base, en dessous de ça, on est tous des humains. Donc là, il faut rester fort. Il ne faut pas être vulnérable. On ne doit pas trouver les choses difficiles. On ne doit pas être trop affecté non plus. Il faut toujours être là pour tout le monde.
Mais ça fait que lorsqu'on finit par mettre le genou à terre à un moment donné, c'est parce qu'on est allé beaucoup plus loin. Je sais pas qu'est-ce que tu en penses, mais on dirait qu'en étant dans ce rôle-là, dans ce cadre-là, on déconnecte de qui on est. On roule comme une machine, là, tu sais, comme toi à l'hôpital. Combien d'heures tu peux faire à un moment donné non-stop, puis il faut que tu roules comme une machine. Tu as parlé que tu as fait un épuisement professionnel. Bien, mon premier épuisement, c'était en 2020. Après, c'était ma 3e année de pratique. Moi, j'ai fondé le service de médecine interne à l'hôpital de Saint-Jean. Donc, la première année, merci. Ça devait être intense. C'était très intense. J'étais de garde souvent, étant la seule personne en médecine interne. Puis, j'ai eu une deuxième collègue qui s'est jointe à moi l'année numéro 2. Puis, la 3e année, ben, c'était la pandémie. Fait que c'est sûr qu'à ce moment-là, on était dans une espèce d'héroïsme ou de sentiment qu'on allait devoir aller au front. Tu sais, beaucoup de métaphores de la guerre, là, où on parle des anges gardiens, puis tu sais, on entend tout ça. Donc, c'est sûr qu'on veut être digne de ça, puis on veut donc redonner. Puis, je m'étais beaucoup impliqué, entre autres, dans la gestion de tout ce qui était soins intensifs en lien avec la pandémie. Jusqu'à temps qu'éventuellement, ben, je craque parce que là, c'était trop. Il y avait aussi eu à ce moment-là une période dans les médias un peu de doctor bashing où est-ce que on se trouve un épouvantail puis on accuse à tort à travers les médecins de tous les maux du système de la santé, même des choses qui sont pas nécessairement de notre ressort. Puis à ce moment-là, je me suis beaucoup senti attaqué par ça. Parce que d'un côté, je voyais le travail, les heures que je mettais. Puis de l'autre côté, je voyais cette espèce de... ce que je recevais comme de l'ingratitude. Puis j'ai donc quitté. À ce moment-là, j'ai pris un mois d'arrêt. J'ai commencé de la médication. J'ai commencé un suivi en psychologie. Mais j'ai rien changé. J'ai rien changé. Puis je suis revenu par la suite en me disant, ben je vais recharger mes batteries. Puis après ça ira mieux. Évidemment, quand on change pas les patterns ou les façons qu'on a d'aborder la vie ou de gérer nos relations avec les autres ou avec soi-même, ben c'est sûr que en faisant les mêmes choses, je dis souvent qu'on arrive au même résultat. Exact. Fait que si on veut avoir des résultats différents, il faut faire les choses différemment. Puis cette quête-là, un peu, je te dirais, elle s'est amorcée de la réflexion en 2021, où j'ai eu une personne avec qui j'ai étudié qui est décédée en jeune âge, là, début de la trentaine. Merci. D'un cancer fulgurant. Puis c'est une personne avec qui j'avais étudié, qui avait suivi presque exactement le même parcours. Puis je voyais à ce moment-là toutes les années d'études, les sacrifices que j'avais faits, de commencer ma pratique. Puis après ça, de voir, de constater que, mais mon Dieu, ça pourrait se terminer comme ça, en claquant des doigts du jour au lendemain. Fait qu'à ce moment-là, on se met un peu dans un mode urgence de vivre. Puis l'urgence de vivre, pour moi, à ce moment-là, ça a voulu dire tomber dans les excès. Puis de là arrive le trouble de consommation parce que on dirait que, comme tu parlais de la déconnexion à soi-même, on dit souvent, les soignants, il faut être dans l'empathie, non pas dans la sympathie avec nos patients. Il faut accompagner, mais il ne faut pas ressentir avec. Puis quand on se met à ressentir avec, ben, le mécanisme de survie, ben, c'est de couper, de se déconnecter de ce qui se passe à l'intérieur parce qu'on s'est fait dire qu'il ne fallait pas aller là, puis qu'il ne fallait pas démontrer de vulnérabilité. Oui, je m'excuse de te couper, mais ça, c'est quelque chose, autant en médecine que nous aussi, en sciences infirmières, on est là pour les patients, mais on ne peut pas prendre tout ce que les gens vivent. Puis, une autre chose, faut pas se vulnérabiliser, de pas parler de notre vie personnelle. Ça, c'est quelque chose qu'on nous apprend. En tout cas, moi, je ne sais pas si ça l'a changé, là. C'est encore le cas. Mais c'était comme ça dans le temps faut faire attention à ce qu'on dit, parce qu'il faut toujours qu'on soit les meilleurs, les plus forts, qu'on ne soit pas affecté, mais en même temps, c'est relation humain à humain. Puis c'est le contraire.
plus on se vulnérabilise, plus qu'on a accès à l'autre personne, plus que ça apporte une... Je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais je trouve que plus qu'on est connecté de l'humain à l'humain, qu'on est connecté à soi, là, de qui on est au lieu d'être en mode machine sacrifice, plus ça permet à l'autre personne de s'ouvrir, de connecter à qui elle est. Puis moi, ce que je rajoute à ça, c'est pas de prendre sur nos épaules toutes les responsabilités. Là, coupe-moi si tu me couperas si t'es pas d'accord, mais pas prendre tout sur les épaules, la vie des gens, puis leurs responsabilités, puis les traitements qu'ils doivent faire. Oui, on est là pour leur proposer les choses, les accompagner, mais la deuxième étape, je pense que c'est de permettre aux gens leur... Là, je le dis jamais bien, le mot « empowerment ». L'as-tu bien dit? Oui. Ouais. De pouvoir prendre leur propre pouvoir de leur vie puis de leur santé. Puis là, ça vient complètement différent. Puis là, d'être côte à côte. Puis je trouve que lorsqu'on fait ça, ça permet beaucoup plus, puis chacun d'émerger. Puis aussi, ça devient plus la lourdeur de prendre tout ce que les gens vivent sur nos épaules, mais aussi de rester en mode machine puis de ne pas être affecté, puis qui amène à ce que tu viens de dire. Puis là, à un moment donné, on se déconnecte de soi. Ça fait beaucoup trop de souffrance. Mais il faut se rappeler de pourquoi on a choisi ce métier-là. Puis je te dirais qu'avec les années, j'avais eu tendance, j'étais tellement déconnecté à oublier pourquoi je faisais ce métier-là. Puis à la base, c'était pour la connexion humaine. C'est pour ça que j'ai décidé de devenir médecin, parce que je me passionnais par le corps humain, par la relation avec l'autre. Puis, je te dirais, les fois où je me suis donné la permission d'être vulnérable avec mes patients, ça a toujours été bénéfique pour la relation thérapeutique. Puis le lien de confiance, je pense, entre un patient puis son soignant, quand le soignant est vulnérable, ben il en est juste décuplé. C'est sûr que, comme tu dis, il faut faire la part des choses entre ce qui nous appartient et ce qui ne nous appartient pas. On peut pas contrôler les autres, on peut pas contrôler nos patients. Les adultes sont autonomes, capables de prendre leurs décisions. Puis je dis souvent, je vais jamais vouloir plus que mon patient. Je vais vouloir autant. Je vais l'aider, je vais l'accompagner, mais pas plus. À leur rythme. Oui. À leur rythme. Puis là, c'est ce que tu mentionnais. En fait, je reviens à ce que tu disais, c'est que là, le fait de se déconnecter à soi, mais j'entends aussi beaucoup de sacrifices. Tu sais, c'est énorme. Tu as fait tes études en médecine. C'est combien d'années, toi, en tout, avec ta spécialité? 4 ans pour la médecine à l'Université de Sherbrooke, puis 5 ans pour la spécialisation. Donc, 9 ans après le cégep. 9 ans. OK. C'est beaucoup d'années d'études, beaucoup de sacrifices après ton début en médecine. Monter la nouvelle équipe, c'est énorme. Je suis certaine, sans te demander, que tu as fait énormément de sacrifices. Et là, lorsque est venue l'urgence de vivre suite au décès de ton ami, là, c'est là que les abus de substance sont arrivés, bien évidemment. Puis c'était pas quelque chose qui était présent, je te dirais. Avant, non? Avant. Il y a peut-être ma relation à l'alcool qui n'était déjà pas très saine, sans que ça soit nécessairement dans le trouble. Puis je pense que c'est le cas de plusieurs personnes. Parfois, tu sais, le petit verre de vin qu'on va vouloir prendre quand on arrive à la maison parce que on veut éteindre un peu nos pensées, le petit verre de whisky avant de se coucher pour essayer de bien dormir. Fait que, tu sais, d'avoir un besoin, puis d'essayer d'y répondre avec ce que j'appelle un quick fix. Fait que, tu sais, les substances, souvent, c'est un quick fix. C'est un moyen de passer d'un état à un autre rapidement. Évidemment, qui peut avoir un petit peu des conséquences plus destructrices quand on tombe du côté du trouble. Mais moi, ça s'est développé vraiment plus avec les années, puis aussi quand, je te dirais, le cynisme s'est infiltré. Puis ça, qu'est-ce que tu veux dire par le cynisme? Ben, le cynisme, toi, moi, oui. Qui ressentais ça? Oui, okay. Parce que souvent, justement, nos patients, des fois, sont tellement malades, puis on se sent très impuissant. Puis je pense que cette déconnexion-là vient parfois avec du cynisme pour essayer peut-être de créer une distance ou de dédramatiser, mais parfois ça tombe de l'autre côté. Puis le cynisme aussi, c'est quelque chose qui contamine les groupes. Puis quand il y a une personne cynique, souvent les gens aux alentours vont avoir tendance à le devenir. Puis je pense qu'à ce moment-là, ben, il faut, en prendre conscience. Puis c'est quelque chose qui est vraiment très insidieux, mais c'est pour moi un des signaux d'alarme qu'il faut écouter. Est-ce que
Là, tu parles de lorsque tu avais du cynisme, lorsque tu ressens... As-tu des exemples pour des gens qui écoutent? Qu'est-ce que tu disais ou... Ben, c'est peut-être tu sais, des blagues entre nous, entre soignants sur le fait que certains patients soient très malades, des espèces de commentaires peut-être un peu déplacés. Que normalement, tu n'aurais pas fait. Qu'on n'aurait pas fait, puis qu'on fait pas, tu sais, on reste professionnel, dans le sens on va pas faire ça en présence du patient, évidemment, mais entre nous, parfois, il y a des gens qui vont utiliser ça comme mécanisme de défense. Puis, ben, je pense pas que ça a sa place. Puis, je pense qu'il faut, c'est ça, en prendre connaissance, puis s'en parler aussi. Tu sais, des fois, souvent, quand une personne est cynique, il y a une souffrance en dessous. Puis c'est plus ça qui m'intéresse maintenant. C'est ça que j'allais t'amener après. Moi, je le vois plutôt comme un symptôme, parce que tu n'es pas comme ça. Puis, au contraire, à la base, comme tu as nommé tantôt, la première raison pourquoi tu voulais aller en médecine, c'est l'humain, la connexion à l'humain. Donc, lorsqu'il y a un changement comme ça, là, on parle de cet élément-là, ça pourrait être un autre. Moi, je pense que c'est un symptôme qu'il faut se regarder. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ouais. Puis, ça ressemble beaucoup à un symptôme de on est déconnecté de soi, on s'est oublié. Puis, à un moment donné, nos propres besoins en tant qu'humain, au-delà du cadre professionnel, l'humain en dessous de ça, il y a des besoins à combler qui ne sont pas comblés. Lorsqu'on est en sacrifice, il y a plein de choses qu'on met de côté. Fait que moi, je pense que ce qu'on pourrait partager par rapport à ça, c'est que si on remarque ça, de s'observer, c'est de le voir comme un cue, oups, il y a dans la bienveillance chose. aussi. Oui, toujours, oui. Parce que c'est sûr que, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi que c'est un symptôme qu'il faut écouter, qu'il faut s'écouter, il faut explorer, puis observer. On n'est pas obligé de tomber dans le jugement, puis « Oh mon Dieu, ben là, je me sens de telle ou telle façon, il faut donc que je fasse ci ou ça. » Non, juste de s'écouter. Puis tu parlais des besoins. Moi, ça me fait sourire parce que quand j'allais pas bien, mais on me disait « Reconnecte à tes besoins » ou « Écoute tes besoins, de quoi tu as envie, qu'est-ce qui te ferait plaisir? » Je le savais même plus. J'étais tellement déconnecté que puis j'avais tellement fait de sacrifices. Il y a une fusion identitaire aussi entre mon rôle de soignant puis ma personne. Je me présentais, bonjour, je suis Steven Palanchuk, je suis médecin, puis ça s'arrêtait là. Mais quand je suis donc tombé malade, puis que j'étais plus capable d'être le médecin, ben là, je me suis retrouvé devant un grand vide. Intéressant. Puis de reconstruire l'identité, évidemment, ça se fait pas du jour au lendemain, puis c'est un travail qui nécessite des efforts aussi. Puis, encore là, des efforts dans la bienveillance, ça veut pas dire qu'on va avoir des résultats dès le début, dès les premières expériences de croissance personnelle. Je pense que, bon, lire des livres, écouter des balados, ça peut être une façon de s'ouvrir à d'autres manières de voir ou penser le monde. Mais des fois, ben, c'est de dépasser cette étape-là puis de s'ouvrir à l'autre. Oui. Oui, puis c'est très inconfortable de vivre ça. C'est très inconfortable de se redécouvrir, de se reconnecter à soi. Tu sais, ça a l'air facile lorsqu'on nommait ça au début du podcast, mais prendre le temps, prendre l'espace-temps, puis se permettre d'exister en tant qu'humain, au-delà de, comme tu nommais, le médecin, tu es qui, qu'est-ce que tu aimes. Puis cette période-là, c'est difficile, puis ça génère beaucoup d'inconfort, beaucoup d'anxiété, beaucoup, je sais pas si je vais parler pour moi, mais lorsque j'avais pris le temps de me découvrir, moi, ça m'a même généré de la frustration puis de la colère parce que moi, j'étais Mère Teresa, je sauvais la planète sur n'importe qui, que ce soit des patients, des collègues, la famille, les amis, je peux te dire qu'est-ce qu'ils aiment pas, qu'est-ce qui ferait plaisir, toujours le cadeau précis. Mais là, me demander, moi, j'avais aucune idée. Fait que là, moi, j'ai eu comme de la colère, de la frustration, mais c'était envers moi, de même pas me connaître moi-même puis de savoir à propos de tout le monde. C'était complètement absurde. Mais ça m'a pris du temps de me découvrir puis découvrir ce que j'aime, moi, personnellement, là, Mélanie, en tant qu'humain. Mais ce travail-là, vois-tu, moi, je l'ai fait quand je suis entrée en thérapie. Puis, j'étais terrorisée en passant, là, moi, d'entrer en thérapie, entre autres les thérapies de groupe. Je me dis, mais qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que les gens vont penser de moi?
J'avais une espèce de crainte d'être reconnu si les gens vont savoir que je suis médecin, qu'est-ce qui va se passer. Puis tellement à côté de la traque, là, comme crainte, parce que je te dirais, je suis arrivé, je ne me suis jamais senti autant à l'aise et accueilli que dans ce moment-là. Parce que, oui, on avait des histoires de vie relativement différentes, mais on avait des schémas de pensée très, très, très semblables. Puis j'étais capable de reconnaître une partie de moi dans presque tout le monde. Puis à différentes étapes du cheminement. Puis, tu sais, tu parles de vouloir, tu sais, le syndrome du sauveur, finalement, tu sais, de toujours mettre les besoins des autres avant les nôtres. Ben ça, c'est quelque chose, donc, que j'ai exploré en thérapie, parce que moi aussi, j'ai la même chose, tu sais. Puis, je pense que beaucoup de soignants ont ce syndrome-là. Pour moi, ben en fait, moi, je suis enfant unique. Puis, une des valeurs que mes parents ont voulu m'inculquer, ben, c'était l'autonomie. Puis, encore là, ben, ça partait d'une place très, très bienveillante. Tu sais, c'était de faire quelqu'un de moi autonome, capable de se débrouiller. Puis, mais ce qui a fait en sorte que quand je vivais des difficultés, ben, j'allais puiser dans mes ressources internes au lieu d'aller demander de l'aide. Puis, j'avais cette espèce de croyance très, je te dirais même subliminale, que ma valeur était inférieure à celle des autres. Donc, c'était pas grave si je prenais pas soin de moi. C'était pas grave parce que les autres sont plus importants que moi. Puis c'est plus noble, c'est mieux vu de prendre soin des autres. Fait que je pense puis c'est très inconscient. Puis je pense que de le réaliser, encore là dans la bienveillance, mais on n'est pas obligé de tout expliquer, de tout comprendre, nos patterns, pourquoi c'est là, mais de juste le constater, puis après ça, de se dire, ben OK, ben, une fois que ça c'est dit, qu'est-ce que je fais avec ça? Exact. Puis, j'ai plein de choses qui me viennent en tête, mais premièrement, tu sais, je souriais lorsque tu partageais ça parce que j'étais pareil aussi pour d'autres raisons. Moi, je suis pas enfant unique, mais peu importe les raisons. Moi aussi, jamais je parlais de rien, j'allais jamais chercher de l'aide. Puis c'est valorisé, tu sais. Mélanie, t'es tout le temps là. Tu sais, je me rappelle, même dans mes stages en tant qu'infirmière à l'hôpital, on me l'appelait l'ange. Je disais que j'étais un ange. Mais tu sais, je suis un humain, je suis pas un ange. Puis moi aussi, je vis des choses. Donc, c'est pas mes parents qui m'ont élevée à rien dire, au contraire, mais c'est la vie a fait que je faisais la même chose que toi. Donc, puis où est-ce que je m'en allais avec ça, c'est que je veux juste spécifier, là, parce que tu as nommé souvent bienveillance. J'ai nommé au début du podcast que je veux le plus possible qu'on partage pour diminuer la stigmatisation. Puis, j'ai envie de donner ma propre définition de la compassion. En fait, il y a la compassion, il y a la bienveillance, il y a plein de choses, mais je vais y aller avec ce que moi, ma propre définition, c'est d'être ouvert à l'autre personne, aucun jugement envers l'autre, de pas avoir d'attente, de pas vouloir pousser ou tirer un peu. Tantôt, comme tu disais, mon patient, je suis son rythme, il fait un pas, j'en fais un, je vais pas faire plus que lui, je vais pas tirer dessus. Donc, de pas avoir d'attente, pas de jugement, beaucoup d'amour, de vouloir l'autre, puis de croire en l'autre, de donner cet espace-là à l'autre d'exister. Puis comme je disais à mes étudiants, donne 5 minutes. On est tous débordés là, à l'hôpital, tout le monde le sait. Juste 5 minutes à l'autre personne d'exister, ça va faire une différence. Donc, tout ça, puis d'être vraiment là, la vraie écoute active, pas dans ma tête à me dire « faut que je m'en aille, j'ai ça à faire » ou « qu'est-ce que je vais y répondre, tiens, me donner des conseils ». Juste une vraie écoute dans le moment présent. Puis ça, envers soi aussi. Envers soi, puis je crois qu'à travers tout ce qu'on partage puis qu'on va continuer à partager dans l'épisode d'aujourd'hui, pour les gens qui écoutent, essayez d'avoir ça envers vous-même aussi. Parce qu'on l'a facilement envers les autres, mais envers soi, on est les premiers à juger, à se taper sur la tête, à pas se permettre de. Donc, peut-être justement, expérimenter ça en écoutant le podcast, vous permettre de, peu importe ce que vous pensez présentement, peu importe ce qui va remonter pendant ce qu'on va échanger, mais c'est correct. Permettez-vous-le, tout simplement. Oui. Puis, tu sais, c'est ça de s'écouter puis d'accueillir pour comprendre,
pas nécessairement pour répondre. Fait que ça, c'est une des bases des groupes de soutien entre pairs. Tu sais, c'est l'écoute, le non-jugement, l'accueil. Puis c'est ce qui fait en sorte que peu importe qui était présent dans la salle de thérapie, on était toujours capable d'aller chercher un petit quelque chose, puis d'apprendre, puis après ça, de ramener ça à soi, puis à sa propre histoire de vie, puis en faire du sens. Puis je pense aussi que de faire du sens de sa propre souffrance, ça donne beaucoup de pouvoir. Puis tu parlais d'empowerment, mais d'avoir compris ou se donner la permission d'avoir vécu ce qu'on a vécu, puis après ça, de s'en outiller, puis de s'en servir pour grandir, puis après ça, peut-être aider les autres, après s'être aidé soi-même. Mais je pense que ça donne beaucoup de pouvoir. Oui, je suis totalement d'accord. Puis ça m'amène à te poser la question, mais je pense que tu l'as nommé, tu as dit que tu as eu un premier arrêt de travail. Puis là, tu disais, j'ai rien changé, je suis retournée. Ouais. Mais là, ta thérapie que tu parles présentement, c'est à ton deuxième arrêt de travail. D'accord. Donc là, ça m'amène à dire que si on ramène soit aux événements de la vie, pour monsieur et madame tout le monde, ou même nous, aux soignants, si on ramène au système de santé, on ne va pas changer le système cet après-midi. Ben, j'aimerais bien ça. Ouais, on aimerait avoir la baguette magique, oui, mais on ne l'a pas. Mais ce n'est pas la réalité. Il n'y a rien qu'on peut changer concrètement au complet, ni les événements de la vie. Tantôt, tu parlais de ton ami, malheureusement, qui est décédé. Je ne peux pas empêcher qu'il y ait des gens qui décèdent de la maladie. Par contre, où est-ce qu'on a du pouvoir? Puis là, c'est ce que tu as fait à partir de ton deuxième arrêt de travail. C'est nous, tout le pouvoir qu'on a par rapport aux situations qu'on vit. Comment qu'on perçoit les situations, comment qu'on se laisse impacter et qu'est-ce qu'on fait avec ça. Et à travers tout ça, on a tellement de pouvoir. Puis dans ce temps-là, on n'est plus victime des événements de la vie ou du système. Puis, je sais pas ce que toi, tu en penses, mais moi, je trouve que c'est de cette façon-là qu'on peut avoir un impact autant pour soi dans sa vie personnelle, dans notre environnement, dans les entreprises, dans le système de santé. Je sais pas ce que tu en penses. Mais ça rejoint exactement ce que je dis souvent, c'est qu'on contrôle ce qu'on peut contrôler. Puis on se contrôle soi-même seulement. On peut contrôler effectivement nos perceptions. On contrôle pas nos émotions. On contrôle nos comportements. On contrôle pas les autres. On contrôle pas les événements, les situations. Fait que c'est pour ça qu'il faut agir ce sur quoi on peut agir. Puis effectivement, je pense que cette portion-là, quand on la comprend, ça donne beaucoup de gratification puis de pouvoir. Puis après ça, ben de pouvoir aller vers l'autre, ben c'est là que je trouve qu'on peut avoir une vraie connexion. Oui. Oui, vraiment. Puis là, c'est ce que tu as fait lors de ton deuxième arrêt. Là, tu as porté les actions. Oui. Vraiment, ça fait vraiment une différence. Puis c'est de là qu'est né le balado? Pas tout de suite. Non? Parce que le deuxième arrêt qui a été plus prolongé, ben par la suite, il y a eu les suicides dans mon milieu. Fait qu'encore là, ça a été très confrontant. J'avais, je te dirais, fait une grosse partie du travail. Mais je te dirais, encore là, j'étais plus dans l'idéation ou la théorie. Mais après ça, c'est de le mettre en pratique. Puis c'est ça qui est pas toujours... Le défi, tantôt, tu parlais, vous pouvez lire des livres, écouter des podcasts, on a fait des études à l'université, avoir des connaissances, là. Avoir des connaissances, puis on pense qu'on le sait. Puis l'intégration puis la méthapathique, c'est tellement différent. Puis ça me fait penser, ça me fait rire de... Tu sais, j'enseigne le stress, l'anxiété. Ben oui. Monsieur et madame tout le monde, souvent, les gens savent pas ce que c'est le stress puis l'anxiété, mais moi, je l'enseigne, je gagne ma vie avec ça. J'en parle, mais la première fois que j'ai fait une crise de panique, oh mon Dieu, ben, j'ai paniqué, mais avoir les connaissances puis le mettre en pratique, c'est deux mondes complètement différents. Je rejoins ça tout à fait, c'est que les connaissances ne protègent pas de la chute parce que, je veux dire, la plupart des soignants, on sait exactement quoi faire pour prendre soin de nous. Exact. On l'enseigne à nos patients. Fait que quand j'étais dans mon bureau avec mes patients,
puis que je leur disais, ben vous devez prendre soin de vous, vous deviez bien manger, vous devez faire de l'exercice, vous devez réduire votre consommation parce que ça peut avoir telle ou telle conséquence, je m'entendais parler. Puis je me parlais après ça à moi-même quand le patient était parti du bureau, mais je me disais, mais toi, qu'est-ce que t'en fais de ça? Puis, ben, tu sais, je pense qu'il faut respecter aussi la vitesse du cheminement de chaque personne. C'est correct de ne pas être rendu à l'étape d'être en action. Tu sais, avant le processus de changement, mais tu sais, il y a la pré-contemplation, la contemplation. Ces étapes-là, ben, je pense qu'elles sont nécessaires parce qu'on a des choses à comprendre. Des prises de conscience aussi. Oui. Puis, le déni... le déni est très fort. Ouais. Puis, on dirait que par rapport à la stigmatisation sur les enjeux de santé mentale, puis tu me corrigeras si je me trompe, mais toi, tu interviens dans le domaine de la santé mentale, donc tu t'attendais à devoir montrer l'exemple. Je travaille en santé physique, donc c'est sûr que je m'attends à donner l'exemple. Mais donc, les attentes étaient très élevées. Puis, quand je n'étais pas en mesure de correspondre à ces attentes-là, ben, j'étais un peu dans un déni de me dire, ben, moi, non, je suis pas aussi malade que mes patients. Mon Dieu, non, je suis pas aussi anxieux que mes patients. Au moins, tu sais, je suis fonctionnel. Ah, ça, là. Je suis capable de travailler. Je suis fonctionnel, c'est la phrase que j'ai entendue, puis que j'ai moi-même dite le plus souvent. Jusqu'à un certain point, c'est vrai. Mais... À quel prix? C'est ça. Exactement. À quel prix? Tu sais, on est tous capables de se mettre dans, j'appelle ça en mode machine, machine de guerre. On est capable de se déconnecter notre ressenti, les émotions, les besoins aussi banals que dormir, manger. Combien de fois, juste avaler une barre de protéines sur le coin de la table. À chaque fois que je dis ça, mes amis en Europe, ils rient de moi. Eux sont comme, quoi? Vous prenez pas le temps de manger une barre de protéines? Qu'est-ce que c'est que ça? Eux, ils prennent le temps de manger. Ils prennent 2 heures sur l'heure du midi. C'est beaucoup, là. Mais quand même, nous, combien de fois qu'on n'a pas pris le temps juste de manger ou, comme tu nommais, faire de l'exercice? Quand est-ce qu'on le fait? Pas le temps. Pas aujourd'hui, c'est pas grave. Pas le temps. Ça je l'entends souvent. Je l'ai dit souvent aussi. Je corrigerai en disant, on ne prend pas le temps. Parce que le temps, ce sont des choix. Puis je dis que une journée, c'est 24 heures de choix. Puis on peut décider comment on va répartir notre temps dans la journée. Puis des fois, un changement, c'est pas obligé d'être drastique. Puis souvent, on veut aller trop vite parce que on veut encore là être d'un état puis aller dans un autre état rapidement. Évidemment, c'est pas comme ça que ça se fait. Fait que ça prend du temps. Mais il faut se donner la permission de juste prendre nos décisions, peut-être commencer par un 5 minutes. Tu sais, si je me dis, ben moi, je veux aller marcher. Je veux marcher plus. Ben, je me dis, ben, si l'objectif, c'est de marcher une demi-heure, ben, je vais commencer par 5 minutes, puis ça sera ça. Puis peut-être que je vais me stationner plus loin dans mon milieu de travail ou quand je vais faire mes commissions, puis ça va faire en sorte que je vais me déplacer un petit peu plus. Fait que, tu sais, je pense qu'on peut intégrer des petites choses dans le quotidien, mais il faut commencer. Oui. Puis ça... Maintenant. Ouais. Puis maintenant, ça, c'est un mot important, c'est que j'avais souvent tendance à dire, on va créer le plan parfait, puis éventuellement, telle journée, telle date, ou quand je serai prêt, ou quand tel stress de ma vie va être terminé, je vais commencer. Mais, je veux dire, la vie étant ce qu'elle est, il y a toujours des nouvelles choses. Puis, souvent, on se sent, mais je vais parler pour moi, pris dans un engrenage. Puis, la vie va vite, surtout aujourd'hui, puis les gens qui ont des enfants, qui travaillent fort, c'est sûr que des fois, je peux comprendre qu'on a l'impression de ne pas avoir de temps parce qu'on court toute la journée, puis on fait juste notre possible. Puis, tu sais, je pense qu'encore là, il faut avoir une certaine bienveillance par rapport à soi, mais il y a des petits moments dans la journée quand même qu'on peut prendre pour soi.
moi, j'appelle ça les sas de décompression. Là. Quand on passe d'un état à un autre, d'un endroit à un autre, quand j'arrive du travail, ben, je vais me stationner, je vais rester dans ma voiture 5 minutes. Puis je vais soit faire des respirations, je vais écouter un petit peu de musique, juste pour me laisser le temps d'atterrir, de me déposer. Puis après ça, je rentre. Puis on dirait que ça permet un peu de créer des transitions. Puis parce que sinon, on est tout le temps go, 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 puis on est à la course, puis on a toujours donc l'impression qu'il n'y en a pas de temps. Puis qu'on est juste tellement des fois fatigué. Puis cette lassitude-là, cette fatigue-là, souvent, ça nous englue. Puis c'est difficile de se mettre en action. Mais exactement comme on disait, on peut commencer quelque part, maintenant, aujourd'hui, petit. Puis après ça, c'est pas obligé d'être parfait. Tu sais, moi, le balado, là, j'ai commencé, l'idée avait germé 2023, puis j'ai commencé en janvier 2025. Ça faisait donc, tu sais, plusieurs années que j'y pensais. Mais encore là, ben, j'avais le syndrome de l'imposteur, puis je me dis, ben, j'ai tel ou tel engagement dans ma vie professionnelle, j'ai tel ou tel stresseur que je traverse dans ma vie personnelle, fait que j'ai pas le temps de faire ça en plus. Jusqu'à temps que je me dis, ben, on va commencer. Puis ça sera pas parfait. Puis je veux dire, est-ce que j'étais à l'aise les 2 premiers épisodes? Peut-être pas. Mais regarde, là, maintenant, je suis capable de venir avec toi, d'être confortable. Puis après ça, on dirait que quand on a commencé quelque chose, c'est beaucoup plus simple de le continuer. Oui. Puis l'action et la perfection. La perfection n'existe pas. On se met tellement de pression à vouloir être parfait, alors que ce qui est mieux, c'est d'être dans l'action. L'action avant la perfection, parce que la perfection, on se met de la pression. On fait le contraire de ce qu'on dit depuis tantôt. On se met de la pression, puis on bouge pas pendant ce temps-là. Donc, on est mieux de commencer un petit pas à la fois, mais au moins d'avancer. Parce que de toute façon, peu importe ce qu'on va atteindre, il faut commencer par une petite étape. Un petit pas, on avance, puis on ajuste. Il n'y a rien de parfait. Exactement. Donc, puis plus qu'on va à l'encontre de ça, donc plus qu'on attend pas toujours tout soit parfait, puis qu'on se mobilise, qu'on fait des actions, plus qu'on gagne confiance en soi. En fait, c'est plus qu'une confiance, c'est une solidité que peu importe ce qui arrive, on avance, puis il se passe tellement des belles choses, puis la vie, là, il n'y a rien de parfait, mais d'être dans l'action, c'est vraiment là que ça se passe, puis la perfection n'a pas besoin d'être là. On ajuste, tout bouge, tout est en mouvement. Donc, puis je voulais revenir aussi avec ce que tu disais, le temps. Je dis toujours, quand même, je donnerais 36 heures au lieu de 24, ce qui est impossible, mais c'est pas là, c'est pas dans la quantité de temps le problème, c'est exactement comme tu dis, c'est le choix. Puis d'ailleurs, ceux qui présentement se disent, ben j'ai pas le temps, ou qui ont l'impression qu'ils courent après le temps, ou qui sentent une pression, encore un cue, c'est le temps de prendre une pause. Tu sais, autant dans les croyances qu'il faut qu'on soit des machines, qu'on soit performants, c'est aussi une croyance de se dire, j'ai pas le temps, ou je vais me dépêcher, je vais clencher ça, je vais terminer ça, je vais finir mes notes, il me reste juste un patient, ou peu importe. Bien, aussi le cerveau, là, peu importe le cerveau de l'humain, là, selon les études, là, en moyenne, c'est après 50 minutes, notre cerveau est plus très efficace, il a besoin d'une pause. Fait que c'est des croyances quand on se dit, je me pousse, OK, là, c'est sûr, si t'es à l'hôpital, t'es en train de sauver une vie, OK, c'est pas le temps de prendre la pause. Je parle pas des situations comme ça, mais il y a bien des situations qu'on a le temps de prendre une pause. Puis, c'est le contraire. Et je ramène ce que tu as nommé, faire des respirations. On n'a pas tout le temps de prendre 15 minutes ou 1 heure ou d'aller au gym, mais juste de prendre le temps de respirer. Pour vrai, là, j'ai fait des vidéos, là, parce qu'il y en a qui me l'ont demandé, là, ça prend même pas 1 minute de faire 3-4 respirations, des vraies respirations bedaines. Et lorsqu'on fait ça, ça nous ramène dans le moment présent. Tantôt, on parlait des émotions. Ça libère les émotions s'il y en a à libérer. Ça diminue le stress puis l'anxiété. Ça nous permet de se recentrer. Le cerveau, ça y permet de reprendre la concentration de l'attention. Tout ça en même pas 1 minute. Donc, c'est des fausses croyances qu'on a. On se pousse. Mais lorsqu'on se pousse comme des machines comme ça à dépasser nos limites, c'est le contraire. Ça nous coûte avec le... Oui, on est capable. On est capable.
mais ça nous coûte la santé physique, la santé mentale, l'énergie, le temps. Puis comment ça, à notre âge, de dire « j'ai pas le temps de faire des activités, du social ou de juste aller marcher », qu'on parlait de 5 minutes tantôt, ça n'a aucun sens. Donc, déjà, je pense d'introduire des petites pauses de 1-2 minutes, juste de respirer, puis je rajoute à ça, là, juste se détendre les épaules, là, parce qu'on est tout le temps comme tendu sans s'en rendre compte. Juste ça, c'est déjà une énorme différence. Mais c'est drôle, puis là, c'est juste comique, mais prenez exemple sur les chiens. Tu sais, les chiens, je veux dire, ils sont pas en train de penser à demain, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que je vais manger, quand est-ce que je vais revoir telle ou telle personne. Je veux dire, sont dans l'action, dans le ressenti. S'ils ont une tension, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont shaker. Oui! Puis ils vont évacuer cette tension-là. Puis, tu sais, tu parlais aussi de l'adaptation. L'humain, on est une machine à s'adapter, finalement. On peut s'adapter à presque n'importe quoi, mais combien de temps? C'est ça aussi l'enjeu. Puis, une autre croyance sur laquelle je veux revenir, que souvent les gens ont un peu compris à l'envers, c'est que l'action vient avant la motivation. J'adore. On n'est pas supposé attendre d'être motivé avant de se mettre en action. C'est le comportement de commencer qui, comme tu dis, va faire en sorte qu'on se sent mieux. On va libérer de la dopamine, puis nos circuits de la récompense vont s'activer. Et là, on veut répéter l'expérience. Fait que c'est pas d'attendre que magiquement, on ait une motivation qui arrive du ciel. Il n'y a personne qui va venir nous sauver, là. Ça, je le dis souvent pour les soignants, mais je veux dire pour tous les individus. À quelque part, chaque personne est responsable de son propre bonheur. Puis, parce qu'à un moment donné, c'est déjà beaucoup. Fait qu'on peut pas s'attendre à ce que les gens toujours nous prennent en charge. Mais oui, évidemment, il faut demander de l'aide, puis on n'est pas censé tout faire tout seul. Mais à la base, il faut quand même partir de soi. Oui. Oui. Donc, il faut se mettre en mouvement, puis là, la motivation vient. Exactement. Oui. Exactement. Oui. Parce que dans le cerveau, la dopamine sert à nous mettre en action, puis à nous mettre en mouvement. Puis c'est parce que quand on partait à la quête de quelque chose pour répondre à un besoin, ben c'est la dopamine qui vient un peu nous driver. Puis là, on parle de comportement, mais les substances, c'est la même chose. Puis je veux même inclure le travail. Pour plusieurs personnes, le travail est un peu, on va dire, une manière de s'engourdir le cerveau, de s'étourdir même pour être en mesure de se déconnecter. Parce que si je prenais vraiment le temps d'écouter ce qui se passe à l'intérieur, ça serait probablement trop. Puis on pense qu'on serait pas capable de gérer. Mais je pense que, comme tu as dit, juste respirer, des respirations lentes, profondes, la méditation, tu sais, ça reconnecte notre système nerveux à lui-même, ça active notre système nerveux parasympathique qui est comme, moi je dis à mes patients, c'est la pédale de frein de votre système nerveux. Il y a le sympathique qui est la pédale à gaz, mais le parasympathique, c'est la pédale de frein. Puis notre corps conduit son char en pesant ces deux pédales en même temps, un petit peu plus une que l'autre. Puis pour activer le parasympathique, ben justement, cette respiration-là, la méditation, ça fait partie des moyens qu'on peut utiliser volontairement pour se détendre puis pour calmer notre système nerveux. Vraiment. Puis, je ramène, là on donne des petits trucs, des pistes pour soi. Mais si on revient à le système de santé qu'on a, si on veut, où est-ce que nous, on a du pouvoir, je crois, puis j'espère de tout cœur partager le balado, puis que ça se propage, puis que ça se contamine, mais les croyances qu'on essaie de défaire, mais ça part de soi, les changements qu'on peut faire, puis les petits changements qu'on nomme, les pistes, soit par rapport à soi, mais entre collègues aussi. Tu sais, on parle beaucoup de se permettre, mais je souhaite de tout mon cœur. Tu sais, moi, j'ai une pratique de psychothérapeute aussi. Tu sais, j'aime pas ça dire ça, je trouve ça triste, mais comment ça que j'ai des médecins ou des infirmières qui viennent me voir dans mon bureau,
ça fait combien de temps que ça... Et j'en ai là, des fois là, qui m'arrivent avec un billet d'arrêt de travail, mais ça faisait des mois qu'il y avait le billet d'arrêt de travail, qu'il n'avait pas pris l'arrêt de travail, que ça l'a tout pris pour venir me voir. Parce qu'il y a des services, comme tu disais tantôt, pour les médecins, mais il ne faut pas être étiqueté, il ne faut pas que personne le sache. Donc, vont venir me voir à certaines heures, pas que d'autres personnes les voient. Tu sais, il y a tellement de stigmatisation, alors qu'on fait partie nous-mêmes du système. On est là pour aider les gens, pour soigner les gens, pour accompagner les gens, mais entre nous ou nous-mêmes à la base, on ne prend pas soin de nous, ou en tout cas, on limite, ou peu importe. Je ne sais pas de quelle manière le nommer, mais c'est par les propres croyances qu'il faut qu'on soit fort, il faut pas. Mais j'espère défaire ça parce que c'est le contraire. Parce que là, quand, tu sais, je dis ça, le papier, ça faisait des mois l'arrêt de travail, mais avant même d'être en arrêt de travail, ça veut dire que ça fait longtemps que la personne allait dépasser ses limites. Ça fait longtemps qu'elle est en sacrifice de ses propres besoins. Ça coûte beaucoup, ça, au niveau de la santé, de comment ça qu'on s'écoute pas nos propres signaux avant ça? Comment ça qu'on se permet pas se permettre d'avoir un temps d'exister, un temps de nous s'écouter. Puis, je crois profondément, puis peut-être que c'est une croyance que j'ai, mais je crois profondément, puis c'est ce que je tente le plus possible de partager maintenant. Tu sais, oui, je suis une experte en santé mentale. Oui, tu as parlé on a parlé de suicide tout à l'heure. C'est une de mes expertises, la prévention du suicide, la dépression, mais à un moment donné, pour moi, ça faisait plus de sens. Pourquoi? C'est quoi cette idée-là de dire que je suis experte dans ça? Je trouve ça complètement... J'aime même pas dire ça parce que je veux pas être experte dans ça. Je veux être experte d'aider les gens à pas se rendre là. À pas se rendre là. Qu'est-ce qu'on peut faire avant ça? Ouais. De pas se rendre en dépression, en épuisement, même en idée suicidaire, en idée de « je suis plus capable ». C'est ce que j'espère qu'on puisse apporter. On est souvent dans un mode de gestion de crise. Oui. Puis l'image que je donne, c'est qu'on va tirer sur l'élastique jusqu'à temps que ça pète. Puis on se dit, ben quand ça pètera, on gérera. Mais moi, dans mon expérience, le programme d'aide aux médecins du Québec, avant que je téléphone la ligne d'aide, ça faisait des mois que j'allais pas bien. Des mois. Puis que j'y pensais. Puis encore là, c'est très culturel, dans le sens que on dirait qu'il y a une incompatibilité entre le fait d'être un médecin et un patient à la fois. Puis encore là, je me comparais avec mes patients ou même avec d'autres collègues que j'avais vus en épuisement, mais je me suis dit, mais je suis pas rendu à tel niveau, je suis pas rendu assez creux encore. Puis quand ça sera pire, ben là, je ferai appel à l'aide. Puis ce qui fait en sorte qu'on dirait qu'on met beaucoup plus aussi d'investissement monétaire dans les ressources d'intervention puis de gestion de crise, alors que la prévention, l'auto-soin, l'autogestion, le soutien entre pairs, mais je pense que ça peut avoir une grande place, mais il faut se donner la permission d'aller là. Ouais. Puis, tu parlais de comment on peut faire, tu sais, dans un milieu pour s'ouvrir, ben encore là, on vient s'ouvrir nous-mêmes. C'est ce que je fais maintenant. C'est je vais montrer à l'autre personne que c'est un endroit sécuritaire, quand on dit un safe space. Puis je vais parler de mes difficultés puis de ma réalité, pas pour m'étendre puis parler de moi nécessairement, mais juste pour montrer à l'autre personne que hey, c'est correct de pas être correct. Puis t'as l'air peut-être, j'observe que t'as l'air de traverser une période difficile. Si tu veux en parler, je suis là. Puis d'être sincère un peu dans cette offre d'ouverture-là. Puis éventuellement, les gens vont tranquillement peut-être, j'espère, réaliser que c'est correct. Une des statistiques, moi, qui m'avait frappé concernant le programme d'aide aux médecins du Québec, en 2024, il y a 4,3% des médecins et des résidents qui ont fait appel au programme. Donc, environ 4% qui ont fait appel. On s'entend-tu qu'il y a plus que 4% des médecins et des résidents qui éprouvent des difficultés psychologiques, mais ça va jusqu'à 50-60%. Fait qu'il y a une énorme proportion de personnes qui souffrent, mais qui ne demandent pas d'aide. Puis moi, ce sont ces personnes-là que je voudrais aller chercher. Comme tu dis, on ne veut pas être expert dans la prévention, la gestion de crise, du suicide. On veut intervenir bien avant. Puis c'est là, je trouve qu'on pourrait faire en sorte que les gens réalisent qu'ils ont le pouvoir de prendre soin d'eux-mêmes. Puis là, il faut
qu'on se protège nous-mêmes dans cette croisade-là parce qu'on peut pas sauver les autres à leur place. Exact. T'sais, on peut leur montrer où aller chercher les ressources, comprendre ce qu'ils ont à comprendre, puis ensuite, ils vont s'aider eux-mêmes. Mm-hmm. Puis ça, pour moi, ben, ça induit des changements qui sont encore plus durables. Oui, oui. Oui, puis je crois qu'elle est là, la piste de solution. Puis lorsqu'on se le permet avant, tu sais, t'as nommé toi-même, là, personnellement, ça faisait des mois que je le savais que j'allais pas bien avant d'appeler. Mais si on recule à des mois, puis qu'à ce moment-là que tu réalises qu'il y a quelque chose, bien, ça aurait été bien moins compliqué. Il y aurait eu bien moins d'impact. Il y aurait eu bien... Parce que là, on parle de la personne en soi, mais on a chum, blonde, famille, au travail. Il y a des impacts un peu partout aussi, là. Mm-hmm. Donc, plus qu'on se rend loin dans nos sacrifices puis de s'oublier avant d'aller prendre soin de soi, plus que les impacts sont grands. Ils sont énormes. Puis, tu sais, on est allé rapidement tantôt sur ton épuisement, t'as nommé abus de substance, mais tu sais, tout ça, c'est pas fait en 2 semaines, là, les changements que tu as faits. Tu as dit qu'au deuxième, tu as fait des actions, mais ça prend du temps, comme qu'on le nommait tout à l'heure. Premièrement, de prendre le temps de s'observer, d'aller voir à l'intérieur de soi. Ça a l'air facile, tout ce qu'on lance comme piste, mais prendre le temps, ça demande un effort, puis de prendre du temps. Puis, c'est pas facile, mais c'est payant sur le long terme. Parce qu'un coup qu'on a fait ça, ce parcours de se regarder, de se reconnecter à soi. Puis quand je dis... Ça, c'est une autre affaire. Prendre soin de soi, ça veut dire quoi? Je pense qu'on va donner des pistes parce que tout le monde dit ça. Prends soin de toi, prends soin de toi. Mais tu sais, il y en a des fois qui me disent, OK, mais c'est quoi ça, prendre soin de toi? Tu sais, tout le monde dit ça comme salut, ça va. Mais... Premièrement, je pense que tous les éléments qu'on a dit tantôt, se permettre que présentement c'est ça je vis, se permettre que présentement je ressens ça, je pense ça, se permettre que présentement je cours, se permettre que présentement, peu importe ce que vous vivez, vous permettre déjà ça, là, pas se taper sa tête, pas se juger, pas s'autoflageller, pas... Déjà ça, c'est un grand pas. Gérer nos émotions, écouter nos besoins. Écouter, c'est une chose, mais y répondre à nos besoins. On n'a pas parlé de ça, mais du plaisir. Avoir du plaisir. Tu sais, moi, j'ai des petits bonheurs. À tous les jours, il faut avoir du plaisir puis des bonheurs. C'est pas une tâche à cocher à la fin de la semaine après que j'ai toutes fait mes tâches, mes responsabilités. Ah oui, c'est vrai, il faut avoir du fun. Ah, il me reste 5 minutes. Non, à tous les jours, il faut avoir du plaisir aussi. Donc, je pense que ça, c'est des éléments concrets de prendre soin de soi. Tu as nommé un mot-clé qui est important, parcours. Tout ça, c'est un parcours, c'est pas une destination. Le rétablissement, pour moi, à un moment donné, je me dis, ben un jour, je vais atteindre tel ou tel objectif. Non, je vais jamais l'atteindre. Je tends vers, puis c'est une démarche qui se fait au long terme. Puis, la rechute, pour certaines personnes, va faire partie du rétablissement parce qu'il y a des choses à comprendre de plus. Puis c'est normal. Oui. Puis il faut, encore là, se donner la permission de vivre ça. Puis c'est correct. Puis tu parlais d'avoir du plaisir, mais je dirais aussi, il faut apprendre à connaître nos valeurs. Qu'est-ce qui est important pour moi? Puis d'en faire la liste, carrément. C'est un autre exercice que j'avais fait en thérapie, c'est de faire la liste. Ben c'est quoi, moi, mes valeurs? Qu'est-ce qui m'anime? Puis après ça, ben, de commencer par placer ça dans mon horaire. Parce que justement, il y a 24 heures dans une journée, 7 jours dans une semaine. Fait qu'à quelque part, si je veux que ma vie soit en cohérence avec mes valeurs, ce que je dis, ce que je fais, ce que je pense, ben il faut commencer par nos priorités. Mais pour commencer par nos priorités, il faut connaître nos priorités. Exact. Il faut le savoir. Ben oui. Exact. Puis, encore là, je veux rajouter à ce que tu as dit, je trouve qu'on est tellement alignés, on pense tellement pareil, mais la rechute, peu importe, tu sais, que ça soit, je sais pas si, il y en a peut-être qui associent aux abus de substances, mais la rechute, là, c'est, oui, le Prochaska et Diclamenté a été développé par rapport aux gens qui consommaient, mais c'est tout comportement, tout changement de comportement d'humain. Peu importe ce que vous voulez, que ce soit de commencer à marcher, que ce soit de...
peu importe le changement de comportement que vous voulez induire, c'est un processus et ça change. Puis il y a des moments que on va mettre ça de côté, on va se reprioriser. Et ça, c'est l'importance du respect du rythme. Comme je disais tantôt, respecter le rythme de l'autre, mais respecter son propre rythme. Puis c'est correct aussi. Ça fait partie de... Et quand tu dis c'est un parcours puis qu'il n'y a pas rien à atteindre, moi, là, je trouve ça tellement beau parce que je veux pas qu'il y ait quelque chose à atteindre parce que c'est en expansion. Plus qu'on pense à soi, plus qu'on prend soin de soi, plus qu'on fait des choses pour se découvrir, qu'on fait des choses pour le plaisir, qu'on sort de sa zone de confort, qu'on fait du social, peu importe ce que vous avez envie, plus qu'on se découvre et plus que... Bien, soit des nouveaux intérêts, des nouvelles activités, des nouvelles relations, peu importe, bien, il n'y a pas de fin à ça. Puis moi, j'espère qu'il n'y en aura pas. C'est toujours en expansion. Moi, j'étais beaucoup dans la gratification retardée. Puis, tu sais, j'ai commencé, avant même d'entrer en médecine, bien, c'est sûr que c'est beaucoup d'efforts, de travail pour avoir des bonnes notes, pour bien performer. On est quand même en compétition l'un avec l'autre avant d'entrer. Quand on est entré, ben on dirait que là, je me dis, ben quand je vais entrer en médecine, ben là, je vais être heureux. Ben là, un coup que je suis rentré, ben là, je me rends compte, mon Dieu, c'est beaucoup de travail, puis il y a beaucoup de connaissances, il y a beaucoup de compétences. Encore là, on se sent un peu peut-être un imposteur. On regarde autour de nous, on est avec juste des personnes performantes comme nous. Puis on se dit, ben pourquoi je suis ici, moi? Tu sais, elle est où ma place? Puis je me dis, bon, ben quand je vais graduer ou... que je vais avoir mon diplôme, ben là, je vais être heureux. Là, je commence ma résidence. Mais vois-tu, c'est tout le temps ce parcours-là que de me dire, ben c'est comme si dans ma démarche, il y avait un mirage, puis l'objectif, plus j'avance, plus il s'éloigne. Fait qu'à un moment donné, le parcours, ben c'est nos pieds. Tu sais, je veux dire, faut regarder en bas qu'est-ce qui se passe, puis autour de nous, puis où on est dans notre vie, puis dans quelle étape de vie on est. Tu parlais des proches, de la famille, des amis, du réseau. Tu sais, si ça, c'est une valeur, ben c'est maintenant que ça se passe. Parce que c'est vrai que la vie peut s'arrêter du jour au lendemain, qu'on peut perdre des personnes qui sont importantes pour nous. Puis, tu sais, il n'y a personne sur son lit de mort qui va dire « j'aurais aimé travailler plus ». Non, effectivement. Je pense pas, en tout cas. Non, puis tu sais... S'il y a bien une certitude, la seule et unique chose qui est certaine pour tout le monde, c'est qu'on va finir par mourir, on sait juste pas quand. Donc, pourquoi ne pas profiter de chaque moment? Ouais. Je pense que ça ramène à ça, ce que tu dis aussi. Puis, j'ai envie de partager à travers, justement, le quotidien, on court, tout ça. Tantôt, on a partagé les respirations. Mais un autre élément qui revient à ce que tu viens de nommer, dans le fond, d'avoir de l'appréciation, tu sais, la gratitude. Puis moi, maintenant, je le nomme appréciation ou avoir de la reconnaissance parce que je trouve que gratitude a été tellement vendu. Faites 10 gratitudes le matin et là. Fait que là, ça revient à ce que je disais tantôt, ça reste dans le mental, là. Ah, merci ci, merci ça, mais c'est pas intégré. Donc, mais vraiment prendre le temps. Puis là, c'est long parce que je l'explique, mais juste prendre le temps de remercier ou en fait d'apprécier, d'avoir de la reconnaissance pour quelqu'un ou quelque chose. Dans le ici maintenant, ça prend 1/10 de seconde. Et lorsqu'on fait ça, il y a des sécrétions d'endorphine, sérotonine dans le cerveau, des hormones du bien-être et du bonheur, puis on se ramène dans le moment présent. Puis, ben, on apprécie plus, comme tu viens de nommer, puis ça fait aussi que on est où ce qu'on est, puis on n'est pas en train d'être une quête d'atteindre quelque chose qui... Finalement, c'est comme courir après le bonheur, puis on n'y arrive jamais. Mais l'appréciation, je pense que c'est un état. C'est comment on se sent exactement. Puis quand j'apprécie vraiment la vie où est-ce que je suis, puis les gens avec qui je suis, ben je pense que c'est comment on se sent à ce moment-là qui est important. Puis je reviens un peu à la mort parce que souvent ça rend les gens inconfortables. Puis de parler de la mort, souvent il y a plusieurs personnes qui vont avoir peur parce que l'angoisse de mourir un peu dans l'arrière-plan de notre cerveau, elle est tout le temps là. Elle est pas tout le temps à la surface. Parce qu'à un moment donné, je veux dire, on pèterait aux frettes. Mais elle est tout le temps un peu là. Puis, pour faire des soins intensifs, la médecine hospitalière, je suis confronté à la mort. Au quotidien, j'imagine. Presque quotidiennement. Puis, c'est sûr que c'est
c'est pas facile. Puis on est exposé à la mort en médecine, puis en soins infirmiers aussi, c'est très tôt dans notre formation. Peut-être même avant qu'on ait la maturité de comprendre c'est quoi la mort, puis qu'est-ce qui se passe dans ce processus-là. Mais d'être exposé à ça souvent, ça me permet d'être vraiment plus dans l'accompagnement de la souffrance. Puis je pose toujours une question aux patients vers la fin. Je leur demande, avez-vous peur de mourir? 98% du temps, la réponse est non. Puis je pense que quand on est rendu là, ben il y a plus, tu sais, on lâche prise un peu, puis on regarde un peu, ben ça a été quoi ma vie? Puis tu sais, quand on dit de trouver un sens à notre vie, on le saura jamais c'est quoi le sens de notre vie jusqu'à temps qu'elle soit finie. C'est là qu'on va pouvoir regarder derrière nous puis dire, OK, ben ça a été ça, finalement, le sens de ma vie. Puis de pouvoir en être serein. Mais pendant qu'on la vit, on n'en sera jamais vraiment certain. Il n'y a jamais quelqu'un qui va nous dire, ben voici le sens de ta vie, puis qui va nous glisser un petit papier. Je veux dire, c'est quelque chose qu'on va ressentir, puis c'est pas une certitude non plus, mais c'est quelque chose qu'il faut construire pour nous-mêmes. Puis je pense que la peur de la mort, c'est souvent très angoissant, mais de se servir de ça comme un outil pour se mettre en action, puis de vivre en cohérence avec nos vraies valeurs, bien, je pense que ça peut être un grand levier d'action. Oui, tout à fait. Puis merci d'ouvrir ce sujet qui est très tabou ici, mais pas partout sur la planète. Il y a des pays ou des endroits où est-ce que la mort n'est pas perçue de cette façon-là. Mais comme tu dis, ça peut nous servir justement de profiter davantage aujourd'hui, puis d'être qui on est, puis se permettre de... Puis, là, je reviens encore avec le système de santé parce que... Puis quand je dis le système de santé, je parle des soignants, mais dans le fond, tout ce qu'on dit s'applique à monsieur et madame tout le monde, à tout être humain. Mais je pense que si on introduirait un peu plus de ce qu'on parle présentement, moi puis toi, je pense qu'il y aurait des grands impacts, puis les gens se rendraient moins en épuisement. Puis aussi banal que ce qu'on disait tantôt de faire des respirations, là, même si tu es à l'hôpital. OK, peut-être pas quand tu es avec ton patient, mais le temps que tu fais tes notes ou que tu marches, aller voir ton patient ou que tu changes d'étage, là, faire des respirations, c'est même pas une minute. Là. Plus tu prends soin de toi, plus tu te permets de vivre ce que tu vis, plus tu reviens connecté à toi pour écouter tes besoins et pas être en sacrifice puis se rendre en épuisement. Ou on parle d'épuisement, mais puis on a parlé de dépression, mais ça peut être aussi au niveau de la santé physique, là, que ça peut nous coûter quelque chose de ne pas prendre soin de soi. Mais c'est le contraire que moi je remarque, c'est plus qu'on prend soin de soi, plus qu'on est aligné avec qui qu'on est. Je vais parler pour moi, là, mais moi, j'ai beaucoup plus d'énergie. Tu sais, si je recule, là, il y a 5-6 ans, là, avant que je commence mon propre parcours, je te dirais, il y a peut-être 4-5 ans, tu sais, j'étais plus jeune que maintenant, là, mais moi, le vendredi, là, j'étais épuisée, je voulais pas aller faire des soupers, puis je sais pas quoi. C'était pas normal. Alors qu'aujourd'hui, puis j'en échappe encore, là, je suis pas parfaite, je m'écoute pas tout le temps, puis des fois, je dépasse mes limites, là, je suis pas parfaite. Mais je m'écoute beaucoup plus, puis j'applique beaucoup plus ce qu'on dit. Mais j'ai de l'énergie, là, puis je fais plein de choses. Je fais la même chose qu'avant, mais je fais encore plus plein de projets en même temps. Même assez que des fois, il y a des gens qui m'ont déjà demandé « T'es-tu en hypomanie? Il y a quelque chose qui se passe. » Mais parce qu'il y a eu tellement un changement dans mon énergie, dans mon humeur. Mais non, je fais pas d'hypomanie, mais je prends plus soin de moi, donc j'ai plus d'énergie. Mon humeur, mon moral est plus là. Je prends plus le temps d'apprécier, je prends plus le temps d'être dans le moment présent. Mais ça génère plus de wow de l'intérieur aussi, au lieu de courir après je ne sais quoi. Tu parlais de la santé physique versus la santé mentale. J'ai enregistré un épisode avec Sonia Lupien, qui est spécialiste en neurosciences, puis spécialiste du stress. Puis elle disait un peu à la blague, mais c'est très vrai, c'est qu'on oublie souvent qu'entre la tête et le corps, il y a juste un coup.
On est la même unité. Le cerveau et le corps sont connectés. Puis, il faut arrêter de vouloir dissocier la santé physique de notre santé mentale parce que un va nécessairement impacter l'autre. Puis, encore là, je vais parler pour moi, puis probablement que plusieurs personnes vont se reconnaître. Notre corps nous parle, littéralement. Puis, il y a des symptômes, peut-être des fois au début psychologiques, qu'on va ressentir. Puis, ben, ces signaux-là, si on essaie de les éteindre, ben là, le corps ou le cerveau vont escalader pour essayer encore là de nous protéger. C'est des réflexes de survie, tout ça. Fait que le corps va se mettre à parler. Je vais avoir une boule dans l'estomac, une sensation de pesanteur dans ma poitrine. Je vais me mettre à palpiter, à transpirer quand je suis dans telle ou telle situation que j'avais même pas compris que ça pouvait créer chez moi de l'anxiété. Mais je dis souvent à mes patients, vous savez, l'anxiété, c'est un corps qui fait sa job. C'est une réaction physiologique dans votre corps. La machinerie fait juste son travail. Le cerveau a détecté un danger, puis va activer ces mécanismes-là de stress pour essayer de vous protéger. Fait que ce malaise-là que vous sentez, ben c'est juste normal, dans le sens que c'est votre corps puis votre cerveau qui essaie de vous protéger. Puis là, je te dis ça comme si c'était d'une évidence, mais je veux dire, moi-même, de l'appliquer pour moi, ça a été un cheminement. Parce que, oui, mon corps me parlait. Puis j'avais effectivement appris à éteindre. Mais ce processus-là de comprendre que, quand j'ai eu tel problème, ben finalement, c'est peut-être que j'étais dans telle ou telle situation que j'acceptais pas. Puis, en stress, Sonia Lupien disait que souvent, la dépression, ben c'est parfois ça. En fait, c'est notre cerveau qui nous dit quelque chose, mais qu'on veut pas écouter, qu'on veut pas accepter. Puis, à un moment donné, c'est correct de dire qu'on n'est peut-être pas au bon endroit. Puis, je veux dire, on n'a pas tous et toutes la même résistance au stress. Puis, c'est correct, c'est normal. Mais des fois, les gens s'entêtent à vouloir persister, puis ça va générer des symptômes. Puis là, les gens s'étonnent qu'ils se ramassent toujours à vivre les mêmes patterns. Mais s'il y a un nœud peut-être à quelque part qu'il faut explorer, il y a un besoin qui n'est pas répondu. Oui, on est dans un système dysfonctionnel qui en demande trop aux individus, qui ne donne pas assez de ressources, qui génère de la détresse. Mais les individus ont aussi leur part de responsabilité, puis des choses à comprendre. J'adore. Et premièrement, cet épisode, on le mettra sous la vidéo aussi. J'adore Sonia Lupien. On pourra le mettre le lien en dessous de la vidéo pour que les gens puissent facilement aller l'écouter. Et j'aime dire autant qu'on a des choses en commun en tant qu'humains, mais on est tous uniques, on est tous différents. Puis c'est vrai que notre corps nous envoie des signaux. Puis lorsqu'on dit apprendre à s'écouter puis écouter notre ressenti, c'est ça. Parce que ce soit le stress, l'anxiété, que ce soit quelqu'un qui m'a dit quelque chose qui me dérange, que ce soit la fatigue, la faim, qui sont des besoins aussi, notre corps nous envoie des signes, notre tête aussi quand on sent une lourdeur. Puis ça, on n'apprend pas à les écouter. Puis moi, la première, puis notre corps, ça ne s'efface pas. Les besoins n'arrêtent pas là. Et je vais donner l'exemple de la faim. Combien de fois, moi, j'écoutais pas mes signaux de faim? Puis c'est facile, là, je prends un café, prends un autre café, je continue mes choses. Mais à un moment donné, le ventre gargouille, c'est pas grave. Prends un autre café, bois de l'eau. Mais la faim ne disparaît pas, ce besoin-là. C'est juste que le corps envoie des signaux de plus en plus forts. Tu veux pas comprendre? T'as envoyé de quoi qui va faire plus fort un moment donné? Je venais, la tête, c'est pas juste un mal de tête, là. C'est comme maintenant, je dois manger. Donc, puis là, c'est un exemple banal pour la faim, mais notre corps nous envoie des signaux pour tout ce qui se passe alentour de nous. Donc, c'est pour ça que je suis convaincue que si on s'écoute davantage et qu'on prend soin de nous, on pourrait éviter tellement de maladies, de problèmes de santé physique ou mentale ou autres, juste à s'écouter, à écouter nos propres signaux parce que on a chacun notre mode d'emploi. Puis j'aime bien te nommer aussi, bien, les patterns vont se répéter, mais c'est parce que non seulement notre corps est bien fait,
Il va continuer à nous envoyer des signaux pour qu'on comprenne qu'il y a quelque chose, mais la vie aussi est bien faite. Donc, d'où l'importance, je crois, de s'écouter puis de prendre soin de soi à tous ces niveaux-là. Mais c'est sûr que moi, ça me fait penser à, dans ma pratique médicale, comme interniste, j'ai beaucoup de patients avec des syndromes post-infectieux, comme les syndromes post-COVID, que certains appellent aussi la COVID longue, mais ce qui fait en sorte que je me suis ramassé avec plusieurs patientes durant la pandémie qui avaient des symptômes très similaires, une fatigue, des symptômes physiques, des douleurs, des troubles du sommeil. Puis, je me suis dit, mais je peux pas avoir une épidémie dans ma région de fibromyalgie. Tu sais, à un moment donné, je me suis dit, ben, il y a quelque chose de biologique en dessous de ça, tu sais, pour que tout le monde se ramasse à avoir des symptômes similaires. Je veux dire, les gens se sont pas appelés pour se dire, ben, on va générer tel ou tel symptôme. Fait que ça m'a fait prendre conscience que certains traumas, puis je pense que dans ce contexte-là, la COVID peut être un traumatisme au niveau de la chimie de notre cerveau, carrément. Puis il y a des choses, des dysfonctionnements qui peuvent apparaître, puis qui vont ensuite générer des symptômes. Mais comme je disais, c'est pas le corps qui est brisé. C'est un corps qui fait sa job. C'est juste le signal qui vient d'en haut. Le détecteur de danger a été complètement débalancé. Mais il y a plusieurs autres maladies. Je pense qu'on a eu tendance en médecine occidentale à vouloir séparer le corps de l'esprit. Puis même dans les spécialités en médecine, tu sais, il y a tout ce qui est médecine physique, puis la psychiatrie. Puis nous, en médecine physique, souvent, notre rôle ou la manière dont on nous enseigne à le faire, c'est de dire, ben, OK, ben, moi, je suis spécialiste du cœur, je suis cardiologue, je vais regarder tout ce qui se passe dans votre cœur, monsieur, madame, puis, ben, j'ai rien trouvé, votre cœur fonctionne bien, allez voir quelqu'un d'autre. Puis, il y a souvent une espèce d'errance médicale dans le milieu de la santé jusqu'à temps que tout le monde ait été vu du côté santé physique. Puis, il y a quelqu'un qui dit, bon, ben, on n'a rien trouvé, fait que ça doit être dans votre tête. Fait qu'on va demander une consultation en psychiatrie. Puis là, tu te mets à la place de cette personne-là qui a des symptômes, des signes objectifs. Là, des fois, il va avoir le cœur qui s'accélère, de la transpiration, puis des symptômes aussi subjectifs, de douleur, puis qui sont très réels. Mais là, la personne se dit, ben, on ne me croit pas. Puis ça, d'être dans un trauma qui n'est pas accueilli, de ne pas se faire croire, ben, c'est sûr que ça dit à notre cerveau, tu peux être encore en danger. Oui. Puis je pense que ce processus-là, moi, maintenant, j'essaie de l'intégrer. Puis, c'est génial. C'est sûr qu'il y a des symptômes, des syndromes, des fois, qui vont être très biologiques. Je veux dire, une crise de cœur, un infarctus, ben, à un moment donné, c'est une artère du cœur qui se bloque, puis là, il y a une partie du cœur qui va manquer de sang, puis on va avoir des symptômes. Mais il y a d'autres maladies, des fois, qui peuvent vraiment être plus floues dans leur fonctionnement, puis comment on génère ces maladies-là. Puis il faut arrêter de vouloir toujours séparer les deux. Puis là, je parlais des traumatismes physiques, mais les traumatismes au sens qu'on le connaît. Puis tu sais, je veux dire, il y a des gens qui ont vécu des choses dans l'enfance, dans l'adolescence, dans leur vie, qui sont pas réglées. Non, qui ont enfoui ou castré, mais qui tentent de remonter. Oui. Puis merci de partager tout ça. Puis je suis vraiment heureuse d'entendre que tu intègres tout ça dans ta pratique parce que l'humain, c'est une personne à part entière dans tout cela. Puis ce qu'on voit, c'est des symptômes. Puis ça revient à ce qu'on disait tantôt. C'est des symptômes, mais en dessous, il y a quelque chose. Il y a quelque chose que ton corps tente d'envoyer comme message. Puis l'humain, on a tous besoin d'être entendus dans ce qu'on vit. Peu importe ce que c'est, on a besoin d'être entendu. Donc, juste cette petite différence-là, ça peut avoir un impact énorme sur la personne et sur sa santé. D'être validé. Oui. Tu sais, d'écouter, tu sais, on disait écouter pour comprendre et non pas répondre, mais quand j'étais avec des proches puis j'essayais de me confier par rapport à des difficultés que j'avais eues
dans mon quotidien comme soignant, quand j'en parlais à des personnes en dehors du milieu des soins, souvent, j'avais pas l'impression d'être compris, vraiment. Puis souvent, les gens étaient tout de suite en mode solution. Ils vont dire, ben fais ci, fais ça, ou ben t'es fatigué, call le malade, va pas à ta garde. Mais je suis comme, ben non, je peux pas faire ça, là. Tu sais, puis là, après ça, il y a des aspects plus complexes, systémiques, organisationnels, déontologiques, qui font en sorte que je suis pris dans un cadre dans lequel je dois composer. Mais après ça, ben c'est sûr que toute la démarche autour, je pense qu'on a quand même beaucoup plus de pouvoir dessus. Oui, puis malheureusement, je vois le temps, puis il va déjà falloir s'arrêter bientôt. Je veux pas, je voudrais continuer à échanger. J'aime nos échanges, puis j'ai encore plein de questions ou d'éléments ou de pistes où est-ce que je voudrais aller avec toi, mais je pense que juste ça, si on ramène à chacun de se permettre de prendre l'écoute, une vraie écoute, puis peu importe, on revient avec l'empowerment, quand quelqu'un, en fait, permettre à l'autre de parler, comme je dis à mes étudiants, 5 minutes, là, pas 3 heures, 5 minutes, là, à permettre à l'autre d'exister. La personne, en fait, là, c'est rare que les gens ont vraiment besoin qu'on leur donne des solutions. C'est pas l'affaire la plus payante. Non. Quand on fait ça, quand on donne des trucs, des conseils, c'est un réflexe normal de l'humain, mais c'est pas ça qui est aidant, puis on s'épuise à faire ça, puis à vouloir aider l'autre, puis on se sent impuissant, mais essayez ça, là, pratiquez la vraie écoute active. Là. 5 minutes, là, juste permettez ça à l'autre personne d'exister, prendre 5 minutes à l'écouter. Puis déjà ça va permettre à l'autre d'exister, d'être entendu, d'être validé. Puis pas besoin de dire quoi faire, rien du tout. Et vous allez voir qu'est-ce qu'il y a de magique aussi que je trouve à travers ça, c'est que souvent, là, il va y avoir des choses qui vont émerger. La personne va elle-même trouver ses propres solutions, même si c'est pas là, mais déjà, c'est un gros point de départ. Puis, je suis en train de dire ça par rapport à l'autre personne, mais je ramène mes mains vers moi, se le permettre à soi aussi. Je pense que déjà ça pourrait être aussi un grand changement qu'on pourrait apporter. Puis ça vous demande rien, là, pas besoin de savoir quoi faire, quoi pas faire, rien, juste rien dire, puis écouter une vraie écoute. Et éviter aussi les formulations comme « je comprends ». Ah oui. Parce que non, tu comprends pas. Parce que tu n'es pas en train de vivre la situation que l'autre personne est en train de vivre. Tu peux dire « je peux m'imaginer ». Je peux essayer de me mettre à ta place, puis c'est normal d'être triste. Moi aussi, je serais anxieux. Je pense valider l'expérience de l'autre, c'est aussi faire en sorte que l'autre soit et reste sa propre personne. Puis moi, je suis une autre personne à côté, puis j'accueille ça du mieux que je peux. Il faut aussi que je sois dans un état d'esprit pour être en mesure d'accueillir. Fait que c'est bien beau l'écoute active. Il faut être dans un état pour être capable de le faire. Puis des fois, on veut se confier à nos proches ou à d'autres personnes qui sont peut-être pas dans un bon état d'esprit pour vraiment accueillir ce qu'on a à dire. Mais ça aussi, il faut le respecter, puis il faut l'entendre. Puis c'est pas parce que la personne est pas dans un bon état d'esprit maintenant qu'elle va pas l'être plus tard. Fait que des fois, il y a des conflits qui sont générés comme ça, puis je veux parler de mon expérience, de comment je me suis senti, comment telle ou telle action que tu as fait me sentir. Mais si toi, tu n'es pas dans un état d'esprit pour accueillir ça, tu vas recevoir ça comme une attaque, comme une critique. Alors que, dans le fond, c'est peut-être à un autre moment qu'il faudra en parler. Puis chacun, on va juste parler de comment on s'est senti, de valider l'expérience de l'autre, d'être curieux aussi de comment, mais toi, comment tu vis ça? Puis cette curiosité-là, comme tu dis, j'essaie de la ramener à moi-même maintenant. Puis tout le processus dont j'ai parlé aujourd'hui, moi non plus, je suis pas parfait. Puis moi aussi, maintenant, tu sais, ça m'arrive des fois encore de dépasser mes limites, mais je m'en rends compte. Ouais. Puis la différence, elle est là. Puis le travail aussi, il est là. C'est de s'en rendre compte, d'en être conscient, puis de voir qu'on a du pouvoir là-dessus. Oui, puis, tu sais, au fond, c'est de rajouter simplement la communication avec ça. Ça se dit, est-ce que tu as 5 minutes pour m'écouter? Puis la personne, permettre l'autre, c'est les mêmes choses que j'ai nommées, permet l'autre de faire le choix oui ou non. Puis
Ou à l'inverse, si je te vois, Steven, dire « Steven, as-tu besoin de parler? » Si je vois que as-tu envie d'en parler, veux-tu qu'on prenne 2 minutes? Tu as encore le choix, oui ou non, il n'y a aucun souci. Juste ça, puis souvent, les gens sont mal à l'aise de rien dire ou ils ne savent pas quoi dire, puis c'est vrai que c'est dur de savoir quoi dire, mais moi, je vous dirais, cassez-vous pas la tête, vous n'avez rien à dire, puis même des fois, là, juste, moi, ce qui ressort, là, des fois, ça va être juste « Hey, merci de me faire confiance et de t'avoir ouvert comme ça. » Juste ça. Ou peu importe ce qui va remonter ou même rien dire, c'est correct. Il y a pas de... On revient à la perfection, il n'y a rien de parfait, puis il n'y a pas de perfection à avoir. Puis encore là, on revient à l'humain à humain, simplement comme ça, puis de développer ça, ce réflexe-là tranquillement. Puis c'est des 5 minutes, c'est pas long, mais ça peut faire tellement de différence. C'est d'être avec l'autre. De quand on est vraiment présent, ben j'ai rien à dire, j'ai rien à faire, j'ai juste à être. Puis tu sais, de valider l'expérience de l'autre, comme tu dis, ben c'est des fois juste de dire, ben de remercier de la confidence, puis du partage, puis aujourd'hui, c'est ça. C'est tout. Oui. Faut s'arrêter, malheureusement. Je te remercie. Mais avant de compléter, je vais avoir 2 questions pour toi que tu n'es pas au courant. Mais merci beaucoup de t'avoir ouvert, de partager, en tant que médecin, de venir comme ça, puis de mettre de côté tes titres, tes diplômes, puis de t'ouvrir en tant qu'humain. Dans tout ce que tu as vécu et ce que tu vis, ça me touche énormément, j'apprécie et je suis certaine que ça va aider puis inspirer plein de personnes. Fait que merci beaucoup d'être qui tu es puis de te vulnérabiliser comme ça, sincèrement. Puis j'espère que ça va créer un mouvement qui va en avoir d'autres de plus en plus. Parce qu'à la base, comme je disais, au-delà des titres, des diplômes, on est tous des humains. Donc, merci beaucoup. Et mes 2 questions, la première... Qu'est-ce que tu as comme petit bonheur, toi? Qu'est-ce que tu aimes? Je te dirais, des fois, c'est juste... quand je parlais des sas de décompression, là, ben, ça va être des petites bulles de bonheur que j'appelle comme ça. Fait que, tu sais, d'être dans un endroit, ça peut être dans ma voiture, proche dans la nature, des fois une marche avec mon chien, puis d'apprécier ce moment-là, puis de juste... être content d'être là. Puis, tu sais, je pense que cette connexion-là à moi-même, dans ces petits moments-là, qui sont juste pour moi, ben ça, je pense pour moi que c'est des petits bonheurs faciles. Merci. Et ma dernière question, que signifie l'authenticité pour toi? Être authentique, c'est d'être vulnérable. Puis, on peut pas être un imposteur quand on est vulnérable parce que c'est nous. Puis, je pense que l'authenticité, c'est juste d'être vrai. Puis c'est pas tout le temps beau. Puis c'est pas censé être tout le temps beau, mais c'est ça. Puis je pense que quand tu dis l'authenticité mise à nu, ben c'est un peu ça le principe, c'est que il faut juste laisser tomber les masques puis les barrières qu'on s'est construits autour de nous pour laisser entrer les gens. Puis quand on laisse entrer les gens, ben c'est là qu'on peut aussi connecter pour vrai avec l'autre. Merci beaucoup, Steven. Merci. Et j'espère pouvoir te réinviter pour continuer toutes les discussions et les sujets. Avec grand plaisir. Merci.